David Abiker. Le G20 démarre aujourd'hui et jusqu'à demain à Hangzhou, cité lacustre chinoise. C'est à 200 km de Shanghai. Quels sont les enjeux de ce sommet alors que la croissance mondiale marque des signes de faiblesse? Quelles sont aujourd'hui les économies qui tirent leur épingle du jeu? Le G20 décide-t-il de quelque chose derrière le show de la puissance? Où est la véritable dynamique économique mondiale? Bonjour Christian Saint-Etienne. Bonjour. Économiste, vous venez de publier Relever la France aux éditions Odile Jacob. Christian Saint-Etienne, quels sont les enjeux de ce G20 pour les rendre intelligibles à nos auditeurs? L'enjeu principal, c'est d'essayer de contrer le ralentissement de l'économie mondiale, qui a perdu à peu près un point de croissance économique, qui était autour de 4% et qui est autour de 3%. Donc ça reste non négligeable, mais en fait c'est une moyenne mondiale. Donc la Chine et l'Inde, qui représentent ensemble 2,5 milliards de personnes, sont à... alors la Chine officiellement est à 6% de croissance. On pense qu'elle est effectivement autour de 4%. L'Inde est officiellement à plus de 7%. On pense que réellement, c'est autour de 5, mais si vous prenez ces deux pays, donc ils sont autour de 4-5, et si la croissance mondiale est à 3, c'est qu'il y a d'autres pays qui croissent moins vite, dont l'Europe, qui malheureusement a une croissance beaucoup plus faible, notamment à cause de la reprise limitée de la zone euro, qui reste enquistée dans ses problèmes structurels. On va y revenir, Christian Saint-Etienne. Il n'y a pas encore de résultat à ce sommet, mais il y a un pré-résultat, c'est que la Chine et les États-Unis se sont mis d'accord pour ratifier l'accord sur le climat. Ce serait la première bonne nouvelle de ce sommet? C'est un résultat d'annonce, d'affichage pour arriver avec quelque chose? Oui, alors d'abord, vous avez totalement raison, il s'agissait pour les Chinois de faire en sorte que ce soit un succès. Toutes les réunions qui sont menées en Chine sont un élément de la propagande officielle. Quand il y avait eu la grande réunion de l'APEC en Chine à la fin de l'année dernière, les Chinois avaient pris soin également que ce soit un énorme succès. On parlait d'ailleurs, ils avaient déjà comme actuellement Hangzhou fait en sorte que le ciel soit bleu. Donc les Chinois s'amusaient en disant oh, tiens, on a un ciel APEC blue. Et là, ils vont peut-être parler de G20 blue à Hangzhou, puisqu'ils ferment toutes les usines, et ils ne s'embêtent pas. Ils ferment toutes les usines une semaine à l'avance pour que le ciel soit propre, sachant que la Chine est aujourd'hui le premier émetteur de gaz à effet de serre au plan mondial et un pays qui est ultra pollué dans ses villes. Mais les Chinois réagissent très fortement. Et donc, vous avez raison de dire que le fait que les Chinois et les Américains annoncent aujourd'hui un accord qui était en pré-négociation depuis des mois, c'est donc un succès voulu par les Chinois, mais c'est quelque chose de très bon pour l'économie mondiale. Alors ceci étant, il ne faut pas S'il y a des Verts qui nous écoutent, ils ne doivent pas rêver. Les États-Unis se sont engagés à limiter progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce qui est des Chinois, ils se sont juste engagés à ce que d'ici 2025-2030, on réduise les émissions par rapport aux unités de production de PIB. Donc, ça veut simplement dire que ces deux grandes puissances prennent le sujet à cœur. Mais avant que, au niveau de la planète, il y ait globalement des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, il faudra malheureusement attendre encore 10 à 15 ans. Donc on va calmer sa joie. Ce sommet, il pose une question toute simple et qu'on se pose depuis quelques années déjà, c'est est-ce que la Chine va prendre sa responsabilité de leadership mondial? Donc vous avez dit qu'ils faisaient les choses bien, hein, ils organisent le ciel bleu, ça se passe à Hangzhou, c'est une cité lacustre magnifique. Est-ce que les Chinois ont envie de devenir la première puissance économique du monde, de prendre le leadership comme les États-Unis l'ont longtemps assumé? Alors vous appuyez là où ça fait mal, mais il y a deux sujets différents. Est-ce qu'ils ont envie de devenir la première économie mondiale? Oui. Est-ce qu'ils ont envie de prendre leurs responsabilités? Jusqu'ici, non. Et de façon très affirmée, c'est-à-dire qu'ils se foutent totalement de ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la puissance agressive en mer de Chine. Vous savez qu'ils ont des ambitions extrêmement fortes. Ils affirment que la totalité de la mer de Chine leur appartient, la mer de Chine méridionale, alors que c'est une mer de Chine qui appartient tout aussi bien au Vietnam et aux Philippines.
D'ailleurs, les Philippins et les Vietnamiens sont très inquiets. Ça conduit d'ailleurs à des reclassements internationaux sur le plan géostratégique qui sont assez fascinants, puisque les Vietnamiens essayent de se réassurer auprès des Américains de la volonté de puissance de la Chine en mer de Chine. Donc, les Chinois, sur le plan géostratégique et géopolitique, sont plutôt dans une ambition d'affirmation très forte. Mais ils ne prennent pas, comme vous l'évoquiez, leur responsabilité mondiale. Si on revient d'ailleurs à cet accord sur les émissions de gaz à effet de serre, la façon dont ils ont présenté leur contribution à l'accord de Paris, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réduction très très progressive de leurs émissions, mais pas une chute des émissions elles-mêmes, parce que leur volonté première, c'est d'essayer de continuer à avoir la croissance la plus forte possible, une croissance d'ailleurs qui est en train de ralentir, et c'est d'ailleurs une des grandes questions qui est au cœur du G20, parce que pour que la Chine continue de grandir, pour faire court, en 30 ans, en 3 mots, la Chine a cru par l'investissement. C'est d'ailleurs complètement délirant. Il faut savoir, pour avoir des ordres de grandeur, que dans les principaux pays développés, la consommation des ménages, c'est autour de 70% du PIB, du produit intérieur brut. En Chine, la consommation des ménages, c'est 40%. Et le reste, c'est de l'investissement. Donc, ils ont construit des autoroutes, ils ont construit des aéroports. On estime qu'ils ont construit, dans les 15 dernières années, 250 aéroports, dont 50 ne sont pas utilisés. Donc, ils ont investi comme des malades. D'ailleurs, ça conduit à ce qu'ils produisent presque la moitié de l'acier mondial, plus de 40% du ciment mondial. Vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'ils fassent tourner la machine, quoi. Il faut qu'ils rentabilisent leurs investissements. Il faut qu'ils fassent tourner la machine, mais ce modèle de croissance ne fonctionne plus. Et donc, il faut qu'ils basculent vers un modèle où la croissance serait tirée par la consommation des ménages. Alors, ça progresse, mais beaucoup plus lentement que ce qu'on imaginait. Et donc, c'est une des grandes interrogations. Est-ce que le Parti communiste chinois va réussir à opérer le virage suffisamment rapidement vers une hausse de la consommation intérieure? On n'a pas la réponse. On peut penser qu'ils font tout pour, mais on n'a pas la réponse encore. Une question, on a le sentiment que l'Europe, avec ses problèmes, il y a le Brexit, il y a des interrogations sur le traité transatlantique, est un peu larguée. Elle est le parent pauvre de cette dynamique qui se situe du côté de l'Inde et de la Chine, que les États-Unis se tournent délibérément vers la Chine. Quels sont les autres acteurs? On a une vision, nous, très européenne, franco-française, éventuellement franco-allemande. Il y a d'autres pays qui tirent leur épingle du jeu de cette dynamique mondiale dans cette zone-là? Des puissances émergentes? Alors d'abord, vous avez raison de dire que l'Europe est stratégiquement à l'arrêt. L'Europe, c'est un non-être géostratégique. L'Europe, c'est une masse qui est inorganisée en puissance. Donc, moi, à titre personnel, je suis favorable à une fédération d'États européens en nombre réduit, une dizaine d'États, mais aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit. Qui sont les gagnants, finalement? Donc, aujourd'hui, les principaux États européens mènent des stratégies totalement personnelles. L'Allemagne mène une stratégie depuis une dizaine d'années totalement centrée sur les intérêts allemands. Les Allemands négocient directement avec les Russes et les Américains. L'autre point marquant de l'Europe, c'est l'affaiblissement continu du poids de la France en Europe depuis une quinzaine d'années, à la mesure de la désindustrialisation de notre pays, au point que maintenant tous les leaders mondiaux qui viennent en Europe vont négocier directement à Berlin et ne viennent même plus en France, ce qui est un vrai problème. Donc, il y a donc le déséquilibre de poids qui croissant entre l'Allemagne et la France fait qu'aujourd'hui, on a une Europe dont le leadership est assuré par un pays, l'Allemagne, qui lui aussi, un peu comme les Chinois, n'assume pas les conséquences de sa puissance, puisque au G20, et notamment ce que demande le Fonds monétaire international, c'est que les pays qui ont un énorme excédent extérieur comme l'Allemagne, l'excédent extérieur allemand, il fait 8 points de PIB. C'est absolument colossal. Il faut savoir qu'au niveau mondial, les balances courantes sont équilibrées. Donc, si vous avez un pays qui a un énorme excédent, ça veut dire que d'autres ont des déficits qui n'arrivent pas à corriger. Et donc, les Allemands devraient relancer davantage leurs demandes internes, mais ils ne le font pas. Et donc, on est face à un déséquilibre considérable en Europe, avec une puissance allemande qui, elle aussi, ne porte pas ses responsabilités au plan international et au niveau mondial, une Chine qui également ne porte pas ses responsabilités. Du coup, les États-Unis s'épuisent à essayer de tirer le chariot.
Christian Saint-Étienne, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour expliciter les enjeux de ce sommet géopolitique, géoéconomique. Vous venez de publier Relever la France, état d'urgence, c'est paru chez Odile Jacob.